En fait, cette UFC 305 est vraiment pas mal. Les 3 derniers combats sont très lourds. On a du très très sympa en prelims. C'est bizarre qu'on en parle si peu, mais nous, on est au rendez-vous pour l'analyse de la carte principale sous l'angle des cotes de Paris. Et on tape ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous, voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Alors notre premier combat de la carte opposera deux welterweights qui cherchent à se rapprocher du top 15. Li Jingliang, 19 victoires, 8 défaites en carrière avec 10 victoires par KO, fera son 18e combat sous la bannière de l'UFC. Ses 6 derniers combats sont en dents de scie. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Et il sort donc de sa défaite contre Daniel Rodriguez après tous les chamboulements provoqués par Khamzat Chimaev à l'UFC 279. Ça remonte à septembre 2022. On ne l'a plus vu depuis qu'il avait acheté ce très très beau costume. Il est face à Carlos Prates qui fera son 3e combat à l'UFC, 19-6 à l'UFC. Ça paraît, on va dire average, mais là il est sur un run de 9 victoires consécutives avec 8 victoires par KO de suite. Que penses-tu de manière générale de ce petit combat d'ouverture de carte principale de ce pay-per-view, Brian? Ben écoute, j'étais un peu étonné qu'il soit sur la carte principale déjà, parce que je connaissais peu Carlos Prates, tu vois. Et donc je l'ai découvert en bossant sur cet épisode, et je pense que qu'il y a un intérêt et de l'UFC et aussi du public, et donc ça m'intéresse pas mal. Donc, ouais, vas-y. J'allais dire Carlos Prates qui fait partie, et je pense que c'est une des raisons, qui fait partie de la team Fighting Nerds. Tu vois, ouais. Avec tous les excellents combattants du Brésil et les très bons strikers, cette équipe. Donc je pense qu'il y a un gros intérêt là-dessus et que l'UFC mise un petit peu sur son évolution. Ouais, je pense aussi que ce combat a été fait pour le développer lui, et face à un autre striker, on va vraiment mettre Li Jingliang dans la catégorie des strikers. Et donc là, on a une belle opposition en pied-point avec un gars d'un côté super agressif en Prates et de l'autre côté Li Jingliang qui recule jamais face à un challenge, qui a pas spécialement peur d'aller à l'échange et qui peut offrir du coup un très beau combat. Ici, je crois que ça va frapper sec d'un côté comme de l'autre. Bah, je sais pas du tout comment ça va se faire, parce qu'effectivement, Li Jingliang, c'est une longue absence, 2 ans. Je pense que c'est lié aussi à une blessure, donc c'est vrai qu'il faut toujours partir du principe qu'on peut avoir aussi un renouveau, tu vois, parce que avant cet arrêt, il y a eu toute cette période du UFC, tout le travail qu'il y a eu pour arriver à l'UFC, pour y rester entre guillemets, et donc voilà, donc on va voir un petit peu est-ce que sa blessure a pu diminuer, je sais pas moi, sa lutte, son grappling, son striking, ou est-ce qu'il a réussi à réellement prendre le temps. Mais ouais, dans tous les cas, comme tu le dis, en tout cas, ce qu'il nous a montré, c'est que c'est quelqu'un qui vient pour échanger, quoi. C'est pas un calculateur qui veut absolument gagner, quitte à pourrir un combat. Et donc effectivement, c'est un très bon combat pour si ça se passe bien pour Carlos Prates, pour le faire découvrir encore plus au grand public. Parce que je pense pas dire de bêtises, je crois que Li Jingliang a fait partie du top 15 à plusieurs reprises de sa carrière. Il n'est pas monté dans le top 10, mais je crois qu'il a eu des chiffres à côté de son nom à quelques reprises. Donc c'est un très bon test. C'est quelqu'un d'expérimenté, Li Jingliang. Il commence à avoir une certaine valeur de nom. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une appréciation envers lui lors justement de tous les chamboulements liés à Khamzat Chimaev.
Même si je sais qu'il avait été aussi fort critiqué pour les high poke contre Jake Matthews. C'est un peu les deux histoires qui ressortent quand on pense à Li Jingliang. L'un, malheureusement pour lui, l'autre, heureusement pour lui. Prates est donné favori à 1,27 contre 3,45 pour Li Jingliang. C'est un 75-25, grosso modo. Est-ce que tu t'alignes à ça? Est-ce que tu trouves ça peut-être un peu trop sévère? Je trouve ça un peu trop sévère, moi, personnellement. Pour en venir sur Carlos Patres, moi, je le vois pas forcément comme un combattant agressif, mais plutôt comme, comment dire ça? Opportuniste? Explosif, un peu calculateur, tu vois. Ouais. Il vise, il est assez patient. Il a montré qu'il pouvait laisser passer du temps face à un adversaire qui veut essayer de construire. Il va le laisser. Tu vois, il se met un peu en garde. Enfin, il se met complètement en garde type box taille. Et puis il va avancer. Il va chercher à cadrer, chercher à placer son bras arrière ou son genou, tu vois. Mais non, il est dangereux. Il est dangereux. Il paraît, enfin, quand tu regardes ses premiers rounds, tu te dis bon, bah ouais, ok, ça va. Mais pour moi, il est assez calculateur, tu vois, et très précis. Ouais. Ouais, Donc, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur statistiquement, c'est pas le plus agressif effectivement, il touche 4,09 fois par minute avec 52% de précision. Là où le bas blesse, c'est sa défense, 39% de réussite en défense, ouais, ce qui me paraît peu. Enfin, ce qui est peu par rapport à la moyenne. Mais ouais, comme tu l'as dit, c'est pas non plus le profil ultra agressif comme on peut penser de temps en temps quand on parle des Brésiliens agressifs. oui, voilà. Mais il y a ce côté précis, mais surtout, il a un peu le nez pour savoir Mm. quand ouvrir les frappes qui peuvent finaliser son adversaire. Et preuve Ouais, en est, c'est il est ça. sur 8 victoires consécutives, 2 avec le bras arrière de suite, je pense, et 2 par high kick, ou qui commence par un high kick aussi. Bah, sa C'est ça, dernière, le c'est coup. un genou, hein, genou au corps. Ouais, c'est ça. Donc les 2 avant, il me semble que ce sont des straight left. Ouais, je pense que c'est ça. Donc Mais ouais. voilà, et puis, je trouve que bah voilà, ça sera son troisième combat à l'UFC. Ouais. Et on a vu, je vais pas appeler ça une progression, tu vois, mais une euh, une aisance, plus d'aisance sur son dernier combat. Mhm. Donc je pense que peut-être que les odds makers le voient être encore plus confiant et plus à l'aise et l'emporter plus facilement, tu vois. Ouais, je pense que, genre, d'un point de vue compétence pure, quand on observe l'un et l'autre, dans un bon jour, on est plus sur un 65-35, je dirais. Mais il y a peut-être du Mm, narratif qui fait que, voilà, mm. Prates est sur 9 victoires consécutives face à un Li Jingliang qui est en dents de scie, qui sort d'une défaite qui a eu lieu il y a 2 ans, Et ouais, et qui que a pas tout ça compris. fait que ça s'écarte un tout petit peu. Ouais, je pense que le narratif est là, ouais. Ouais, Mm. donc, Mais j'aurais vu uniquement sur les compétences plutôt un 65-35, tu vois, comme tu dis. ouais. Et par conséquent, est-ce que t'es intéressé, tu considères ça comme un dog or pass Non, moi je serais intéressé pour garder les cotes au précise? KO, tu vois. Victoire de Prates au KO. Je sais pas si elle va être très élevée. Ça, ou alors plus Ouais. d'un round et demi, par exemple, tu vois. Hmm. Ouais, Mm, avec la construction du chaos. ouais, C'est pas ouais. bête ça. Prates au-dessus d'un round et demi, ça peut être pas mal. Mm. Oh bah Je vais, écoutez, je verrais plutôt ça. exceptionnellement, on enregistre ce podcast le mercredi matin plutôt que le jeudi matin, ce qui signifie qu'on n'a pas les codes précises, on a juste les codes de combat. Donc que ce soit pour Brian ou pour moi, on attend de voir les codes de scénario, comme on dit, Sur pour voir si celui-là. on se positionne. Et donc j'en profite pour dire à tout le monde, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. C'est là où on poste nos placements officiels. Donc, Mm. Fight Minds sur Twitter, Fight Minds Off sur Instagram. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Et on va enchaîner avec le deuxième combat de cette carte principale. On va chez les lourds avec l'un des chouchous du public français, numéro 10 au classement, Tai Tuivasa, qui n'a plus goûté à la victoire depuis celle contre Derrick Lewis en février 2022. Sur 4 défaites consécutives, il joue potentiellement sa place à l'UFC. Ici, face à Jairzinho Rozenstruik, 2 places derrière lui au classement, qui est à 2 victoires pour 3 défaites sur ses 5 dernières sorties. On a 2 strikers avec 13 victoires par KO respectivement sur leurs 14 victoires chacun. 13 victoires par KO sur 14 victoires d'un côté comme de l'autre. Ça nous donne quoi dans la cage, ça? Bah, un KO. Ouais.
J'aime encore bien ce combat. Ça pourrait... Non, je pense pas que ça pourrait être ennuyeux puisqu'on a un Tai Tuivasa qui est fort dans l'action et de l'autre côté on a un Rozenstruik qui se prend pour un contreur alors qu'il est bien meilleur quand c'est lui qui mène la cadence, mais il le fait que trop rarement. Genre il est mal dans un combat contre Junior Dos Santos parce qu'il cherche le contre et ça fonctionne pas. Il accélère et ça fonctionne pour lui. Overeem pareil, pendant 24 minutes il cherche le contre, ça fonctionne pas. Sur la dernière minute il accélère et il gagne par KO dans la dernière minute. Et je pense qu'il y a beaucoup de moments comme ça dans sa carrière où il est trop sur le recouloir, trop dans l'attente, trop dans l'attente que son adversaire lui donne l'opportunité de gagner. Et quand ça n'arrive pas, il met le pied sur la pédale et c'est là où il est le meilleur. Mais au combat d'après, il revient en mode je suis en contreur. Et c'est dommage parce que je pense qu'il pourrait, il pourrait avoir une meilleure carrière que ça en ajustant son style. Ouais, je te rejoins là-dessus, hein, clairement. Clairement. Il y a un côté un petit peu attentiste comme ça et Mais heureusement, Tai Tuivasa, c'est pas quelqu'un qui va. Le problème de Rozenstruik, c'est s'il fait face à un autre contreur, bah ça donne quelque chose de pas terrible. Ça pourrait ressembler à un Lewis contre Ngannou, c'est deux gars avec un gros KO power, mais qui se regardent parce qu'il y en a aucun qui engage. Ici, voilà, Tai Tuivasa, il pourrait vraiment aller dans l'action et offrir quelque chose d'assez sympathique. Rozenstruik est favori ici, 1,41. ouais. Tai Tuivasa est à 2,68. On est discrètement au-dessus dans 65-35 à l'avantage de Jairzinho Rozenstruik. Est-ce que ça t'intéresse de te positionner sur ce combat? Bah, le problème, c'est que on est chez les poids lourds, tu vois. Et Surtout avec eux deux. ouais. Moi, je t'avoue que je comprends la cote, hein. Je verrais plutôt Rozenstruik l'emporter. Mais il y a cette question du chaos possible de l'autre côté. Donc, je pense que je me placerai plus sur issue du combat KO, tu vois. Ouais. Et round 1, ça te tente ou pas? Ça te titille un peu? Je pense qu'on aura un truc du genre ouais, finish avant le round 1, la cote elle va pas être terrible. Enfin, elle va pas être terrible, ça va être par 2 et puis plus d'un round et demi par 2, tu vois. Ouais. Donc non, j'aurais plutôt si je suis joueur, j'aurais plutôt après un round et demi, par exemple. Ouais, avec on part du principe que Tai Tuivasa pourrait rentrer avec cette conscience de OK, je peux pas me foirer ici. Sinon, c'est potentiellement mon dernier à Il va l'UFC. jamais faire ça en même Je suis temps. face à quelqu'un qui peut m'éteindre sur une frappe et Ouais. je la joue un peu plus calme. Ouais, oui, il va y aller le tout pour le tout. Ou bien il fait le tout pour le tout en se disant c'est passé pour Ngannou. Ouais. Ça va passer pour moi. Je Non, vais mais faire c'est pour un blitz très moche, mais il faut ouais. intégrer un crochet dedans et ça va passer. Non, c'est pour ça, je pense qu'on est vraiment sur un 50-50. Mais ouais, c'est assez compliqué de se positionner. Si je vois un vainqueur, je vois Rozenstruik. Je pourrais même le voir se débrouiller pour, comme tu le dis, avoir un combat un peu ennuyant et l'emporter à la décision. Ouais. Utiliser juste son jab, toucher, sortir. Mais quand bien même il utilise ça, je pense qu'il devrait être capable de pouvoir finir un Tai Tuivasa épuisé dans le troisième, tu vois. Ouais. Ouais, moi, ouais, et ça pourrait être aussi une guerre de low kick. On n'en a pas parlé, mais les deux ont des plutôt bons low kick et n'ont pas peur de les utiliser. Donc, voilà. Beaucoup de scénarios possibles. Moi, encore une fois ici, je vais attendre les cotes de scénarios. Pas impossible, je me place, comme tu dis, pas sur un vainqueur, mais sur une issue de combat. Le combat se termine par KO, ou le combat se termine par KO premier round. Je sais même pas si ça existe, ça. Le Si, combat si, se si. combat par... Ouais, on sait dire Tuivasa par KO au premier round, mais est-ce qu'on peut dire issue du Ah, combat KO au premier round? ah, ça, je suis moins sûr. On va regarder, mais celle-là pourrait m'intéresser parce que ce degré de précision pourrait nous amener à, je sais pas, un 3,25, un truc comme ça qui pourrait du coup être intéressant. On verra. 3,25, c'est... Non, j'ai trop d'espoir. J'ai Ah beaucoup ouais, trop toi, d'espoir. le Ouzbekar qui va mettre 3,25, c'est en même Non, temps. non, non, non. Moi, je pense, Non, surtout chez les poids lourds. Non, non, je j'ai dit pensais à n'importe quoi. 2, tu vois. Ouais, peut-être un peu plus quand même. Ouais, peut-être un peu plus, t'as raison. Peut-être un peu plus. On verra. On se décidera donc dans les jours à venir.
Banger alerte pour celui-ci, en tout cas à mon goût. On a Mateusz Gamrot qui continue à vouloir se rendre non ignorable pour le titre. Il est sur 3 victoires consécutives depuis son revers contre Benil Dariush. Il a le numéro 5 à côté de son nom chez les lightweight et il cherche sa 25e victoire en carrière professionnelle. L'ancien double champion du KSW n'a goûté que 2 fois à la défaite et il fera son 10e combat à l'UFC contre le local, le guerrier Dan Hooker, aujourd'hui 11e au classement des lightweight. Donc Dan Hooker, après une période très très active pendant la pandémie, qui n'a pas du tout porté ses fruits puisqu'il a eu une seule victoire en 5 combats, là il se réinstalle en lightweight, il pose ses bagages et il est sur 2 victoires consécutives contre Puelles et Jalin Turner. Ici on doit parler d'une opposition de style, on est d'accord Brian? Oui, entièrement. Comment est-ce que tu vois le combat? Est-ce que c'est un Mateusz Gamrot qui arrive vraiment à imposer son style, lutter, grappler, ou tu vois quand même Dan Hooker, j'ai failli dire Dan Hardy, Dan Hooker bien défendre, être galvanisé par son public, par le fait qu'il prenne beaucoup plus son temps sur sa carrière, sa gestion de carrière? Est-ce qu'on aura un nouveau visage de Dan Hooker de nouveau dans cette cage? Je pense qu'on va avoir vraiment une sorte de, enfin voilà, peut-être on va dire 60% de tentatives de mise au sol, de scramble, de tentatives pour se relever, même peut-être plus, 65, et 35% du temps avec un Dan Hooker qui sera debout, qui cherchera à trouver une ouverture, une potentielle ouverture. Je vois vraiment un 2 tiers au sol en lutte et un tiers debout, quoi. Donc, est-ce que ça ressemblerait au combat, je regardais les stats, entre Gamrot et Jalin Turner, ça? C'était une split, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vois plutôt ça, moi, tu vois. Et c'était ça la complexité. On avait un Jalin Turner qui avait quand même du succès sur le temps que ça restait debout. Ouais, c'est ça. Hein. Un knockdown, 40 frappes à 29 à l'avantage de Turner, mais 4 mises au sol pour Gamrot avec 6 minutes 52 de contrôle au total. Et on arrive sur une split là-dessus. Ça pourrait ressembler à ça en fait. Ça pourrait ressembler à ça, et c'est pour ça que je trouve que la cote est intéressante du côté de Dan Hooker quand même. Ok, ouais, donc ici, donc le Polonais gros favori, 1,27 contre 3,45, c'est exactement la même cote que pour Prates Li Jingliang. Au moment où on enregistre, petite notification, on enregistre mercredi matin. Je pense qu'on va sortir la vidéo pour jeudi midi, donc il y aura peut-être des mouvements entre temps et les cotes de scénario qui seront sortis aussi entre temps. Donc on est sur un 75-25. Ouais, la valeur est du côté de Dan Hooker. Oui, personnellement. Hein. Même si on va dire que là, sur le papier, quand j'ai vu l'annonce du combat, je me disais, Dan Hooker, c'est pas encore un cadeau, et je le vois underdog, clairement. Hein. Mais pour moi, il y a un chemin pour la victoire, et je vois en plus Dan Hooker un peu plus compétent que Jalin Turner en termes de défense, de lutte et capacité à se relever. Ouais. Plus d'expérience peut-être, tu vois. Certainement plus d'expérience. Ils ont combattu l'un contre l'autre, hein, d'ailleurs. Hooker et Turner, c'était aussi un très chouette combat. Oui. Je suis en train de réfléchir à la lutte de Dan Hooker. Il avait montré une très bonne lutte offensive dans sa seule victoire sur son mauvais run des 5 combats pendant la pandémie. Là, c'était contre Akparast. Ça avait été agréable à voir d'ailleurs de le voir un peu changer de style. Ouais. Mais sur la lutte défensive, est-ce qu'il y a un combat référence contre Islam Makhachev. Non, mais justement, référence qui vendrait sa lutte défensive, tu vois. Ouais, non, ça remonte à il y a trop longtemps. Je vois ici, statistiquement, j'ai complètement oublié ça, mais il a mis Dustin Poirier 4 fois au sol. Et il s'est fait mettre au sol une seule fois par Dustin Poirier. Ça, c'était un sacré combat quand même. Faut regarder contre Ali Akinta, parce que ça reste quand même un lutteur de formation. Hein. Et c'est en 5 rounds, en plus, si j'ai pas de bêtises. Ah non, 3 rounds. Non, 3. Il y a 0 mise au sol, mais UFC Stat est trop lent que pour m'ouvrir la page avec Iaquinta pour voir combien. 3 tentatives de Iaquinta, aucune qui est passée. Ouais, peut-être à réanalyser ça pour un peu en savoir plus sur la lutte défensive de Dan Hooker, mais ça remonte à il y a très longtemps. Ça fait longtemps. Ah, mais contre Puelles, Puelles, il essaye pas, il essaye de pull guard. C'était le combat ridicule, hein, ça. C'est le combat où l'arbitre a dû arrêter parce que Puelles voulait littéralement plus combattre normalement. C'était un peu comme Kron Gracie contre Charles Jourdain ou Verdum contre Overeem. C'est je tombe, viens dans ma garde.
Non. Ok. Ouais, moi je suis assez d'accord ici. Si je me positionne, c'est plus contre Dan Hooker. Mais il est chaud quand même, Mateusz Gamrot. Hein. Il a que Je deux pense. défaites. C'est contre Hmm. Gouram dans ses débuts UFC qui était assez controversé, et contre Dariush qui a pas du tout le même style Je que pense qu'il Hooker. y aura une cote double choix, tu vois. Genre Gamrot, Ah, décision ou soumission, ou Hooker KO, tu vois. ouais, Qui est relativement risqué, enfin, dans le sens où on pourrait avoir une décision partagée, d'un côté comme de l'autre. Elle a ouais. déjà existé, Les avec deux. Gamrot et Jane Turner. Donc ça pourrait être un combat relativement ressemblant. Si tu fais des mathématiques MMA, ça l'est, hein, parce que Hooker contre Turner, c'est une split. Turner contre Gamrot, c'est une split. Et donc Gamrot contre Hooker, ça pourrait être une split. Et sur Unibet, on n'a pas ça, mais je sais qu'aux États-Unis, il y a des possibilités de parier sur ça va être une split. Ouais, C'est pas ouais. mal ça. Ouais, c'est drôle, mais ouais, ouais. Mais moi, je partirais là-dessus. Soit je partirais sur vraiment un quart d'unité sur Hooker par KO, avec un Gamrot qui a quand même été droppé plusieurs fois, hein, dans sa carrière Ouais. à l'UFC. Ou soit je prends un peu moins de risques, je mets un tout petit peu plus et je mets le double choix Gamrot. Au début, j'avais mis Gamrot soumission, Dan Hooker KO, KO. Mais la mais décision, elle est quand même fort probable ici. Les deux sont assez durables. Hein. ouais, mais de l'autre côté, je me dis, enfin Gamrot, c'est quand même au-delà d'être il est bien pour shooter, pour scrambler, c'est quand même un grappleur et il a quand même beaucoup de victoires à la soumission. Bah, en fait, Kimura sur Jeremy Stephens et Ouais, la ouais. façon dont a perdu Dan Hooker contre Islam Makhachev, c'est par Kimura. Donc, Ouais, donc voilà. Donc je pense que je mettrais, voilà, si je suis joueur, si je suis d'humeur joueur quand les cotes plus précises vont sortir, je pense que je me positionnerai là-dessus. tiens, en Avec fait, l'événement a lieu à Perth, en Australie. Est-ce qu'ils font ça aux heures aux heures américaines, ou ils font ça aux heures locales? Je sais aucune même pas idée. ça, parce que ça pourrait avoir son petit impact. Je me rappelle que Ronda Rousey contre Holly Holm, ça, c'était genre à 11 heures du matin en Australie pour que ça colle aux heures de Las Vegas. Mais ici, je sais pas si. Ah En bah même ça temps, serait. le main event, il n'y a pas d'Américain. Donc, mais on a un Desania qui vend assez bien. Ouais, ouais. Je sais pas, il faudra se renseigner là-dessus, parce que ça se trouve, ça a des chouettes heures pour nous de regarder ça. C'est fort possible. Hmm. Et mais ouais, du coup, ça a peut-être aussi un impact sur, encore une fois, les combattants locaux, comment ils se préparent par rapport à un décalage horaire. Mais voilà, combattre à 11 heures du matin, c'est déjà plus confortable que Ah 4 heures bah du ouais. matin. Franchement, moi, ça me dérangerait pas. Ah ouais, c'est clair, C'est c'est l'heure à clair. laquelle je m'entraîne, tu sais, donc. Ah ben voilà, l'habitude est là. Ok, on va passer au co-main event. Là aussi, j'ai envie de dire banger alert, une Mm. pépite chez les flyweight, comme très souvent d'ailleurs. Hein. Steve Erceg qui est arrivé comme une bombe à l'UFC, obtenant son title shot à 3-0 sous la bannière, avec un numéro 11 ou 10 à côté de son nom quand il a rencontré Pantoja. Et il propose un chouette combat, franchement, au champion. Il prend 1 à 2 rounds selon les scorecards. Il s'incline à la décision. Ici, il va affronter Kai Kara France, qui a toujours échoué à la dernière marche, soit juste avant le title shot, soit pour la ceinture intérimaire, la deuxième Mm. fois contre Moreno. Il est à 7-4 à l'UFC, ça paraît pas impressionnant comme ça, mais il y a uniquement Royval, Albazi par split et 2 fois Moreno qui l'ont passé. Donc Mm. c'est un solide morceau. Comment est-ce que tu vois ce potentiel fight of the night, j'ai envie de dire, se dérouler? Comment je le vois? Bah on a été fort surpris. Non, je vais pas dire ça, mais convaincu. Voilà, fort convaincu par Steve Erceg, Ouais. par sa dernière sortie. Je pense que personne ne le connaissait, qu'on l'a découvert avant son combat et contre Pantoja, et on s'est tous dit, wow, il est vraiment très très bon, il est vraiment très chaud. Il l'a prouvé une fois dans la cage avec Pantoja. Il a prouvé qu'il était capable de gérer la pression. Alors peut-être pas sur 5 rounds, parce que si je me rappelle bien, c'est le 5e round où il a fait quelques erreurs de choix tactiques, Ouais. si je me rappelle bien, euh, et qui lui ont un peu coûté une potentielle victoire. Mais bon, bref, très très bon. Je pense il a convaincu tout le monde. En face de lui, de Kai Kara France, il a peu évolué, je trouve, au niveau du style. Il a Ouais. vraiment
très grosse frappe. C'est vraiment un gros puncher et depuis des années. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut réellement s'en méfier. Ouais, il faut aborder un combat contre Kai Kara France avec cette potentialité de puissance de frappe qui met KO des flyweight, tu vois. Ouais, Et c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Un flyweight qui met des KO, faut s'en méfier, quoi. On n'en a pas eu beaucoup historiquement, tu vois. On pense à Figueiredo, on pense à Kai Kara France, c'est limite les deux vrais noms qui sortent quand on pense KO Power en flyweight. Et Figueiredo, c'était un énorme flyweight, tu vois. C'est un gars qui avait très difficile. Kai Kara France, c'est un vrai flyweight. Ouais. Et je pense que s'il y aurait une catégorie en dessous, il pourrait le faire, tu vois. Ouais, typiquement, ouais, il fait partie des petits de la division. J'ai pas sa taille, mais je crois que. C'est un vrai flyweight. Il a toujours évolué là-dedans. Donc moi, Kai Kara France, c'est un combat où j'aurais du mal à me positionner. Je vois Steve Erceg favori, sans l'ombre d'un doute, mais je vois l'ombre de cette patate arriver qui fait que j'ai envie de garder mon unité, tu vois. Ouais, il a été très impressionnant dans plusieurs combats, son uppercut arrière, hein, surtout contre Garbrandt, il est magnifique, il sait comment le placer, il sait comment l'utiliser, ce qui est assez rare justement pour un combattant qui est pas spécialement grand. L'uppercut est un tout petit peu plus réservé à ceux qui sont grands pour leur catégorie de poids, mais voilà, il y a pas mal d'exceptions. Donc ici, le numéro 4 du classement flyweight, Kai Kara France, sera l'underdog. Il est coté à 2,48 face à Steve Erceg qui est à 1,48. On est donc en dessous du 65-35 pour le sosie de Michael Scott. Toi, tu ferais quoi, toi? Je pense que j'ai vraiment confiance en Steve Erceg ici. Ah ouais? Ouais. Moi, là, tu vois, en imaginant le combat, je pourrais voir un Kai Kara qui surprend, qui prenne un upset au premier round avec un Steve Erceg qui s'est pas mis dans le combat, tu vois. Mais moi, première vue, j'ai dit, je vais mettre sur Steve Erceg d'office, tu vois. Mais j'ai peur d'être influencé par son dernier combat, tu vois. Ouais, après, les trois autres combats à l'UFC ont été très très impressionnants. Bon, c'est pas une énorme adversité, certes, mais j'ai trouvé très précis dans son pied-point. Quand on avait fait l'analyse de Steve Erceg contre Pantoja, je pense qu'il y a quelqu'un en commentaire qui nous avait dit qu'il était black belt 3e ou 4e degré dans une équipe sérieuse, donc il a ce côté complet. Ici, on doit pas trop parler de son sol, mais il peut clairement se faire surprendre debout, mais il me paraît être à l'inverse de son sosie. Il me paraît très intelligent. Donc, je pense que ce combat contre Pantoja va lui donner aussi un peu la flamme, tu vois, en se disant j'étais qu'à 3-0 à l'UFC, j'ai offert un beau combat au champion. Je vois ce qui me manque pour aller chercher cette ceinture. Et voilà, là, il retombe pas trop loin, tu vois. Il a quand même fait une méga ascension. Il était hors top 10. Il prend le champion et maintenant il prend le numéro 4. Je crois que l'UFC a quand même vu qu'il y avait du potentiel chez lui. Je pense que c'est un combat pour le relancer, hein, clairement. Ouais. Je pense que de toute façon, ce combat-là, soit lui permet de se relancer pour une potentielle revanche, soit tout simplement légitimer le statut de Kai Kara France. Ils ont fait n'importe quoi, l'UFC a viré Mokaev, parce que là, quand tu regardes la division, elle est vraiment intéressante. Si tu avais encore Mokaev, t'as Tatsuro Terra, t'as le vainqueur de ce combat dans les parages, avec Royval encore, peut-être un retour plus tard de Moreno. Pourquoi tu dis qu'ils ont fait n'importe quoi? Mais par rapport la qualité des contenders qu'on aurait pu avoir à cet instant-ci, sur le plan sportif, mais sur le long terme, apparemment, il était ingérable en dehors, tu vois. Pardon, je me suis mal exprimé. C'est pas n'importe quoi, c'est dommage. On va dire ça comme ça. C'est dommage qu'on ne l'ait plus parce que t'as vraiment une division intéressante. Et pour moi, il a fait n'importe quoi. Mokaev, de ne pas être professionnel en dehors de la cage et de penser que ses résultats sportifs lui permettaient un petit peu tout, tu vois. Ouais, là-dessus, je te rejoins. Mais ouais. Sportivement parlant. Alors, je veux dire, historiquement, l'UFC a fait n'importe quoi, parce qu'on aurait pu encore avoir Mighty Mouse qui reste actif dans cette division. S'il mettait plus en avant la division, on aurait peut-être un Cerudo qui serait resté chez les flyweight, Figueiredo qui serait resté chez les flyweight. T'imagines tous ces noms qui seraient encore chez les flyweight, la division que ce serait. Après, il faut rappeler aussi que la division, elle survit, elle vit uniquement grâce au public, tu vois.
Donc Ouais, si c'est le clair. public fait n'importe quoi, à part regarder les combats des flyweight, tu peux pas reprocher à l'organisation de Ouais, faire survivre une organisation, là-dessus, c'est une vrai. division, tu vois. Alors, les fans font n'importe quoi parce qu'on aurait pu avoir une division. Attends, on va faire une digression. Mais dans un monde parallèle, il y a vraiment un univers dans lequel la division flyweight à l'UFC a Mighty Mouse, encore Cerudo, soyons fous, Figueiredo qui est resté, euh, Pantoja, Royval, Moreno, Mokaev, Tatsuro Terra, Erceg, Kai Ouais. Kara-France, Horiguchi qui reste, Ah, excellent. Sergio Pettis. Putain, Ouais. si Non, je viens ça de va citer être 12 noms de très très haut niveau quand même, tu aurais Mm. un top 12 à l'UFC énormissime. Ouais, ouais. Albazi, Donc, j'ai oublié de citer. Albazi, Albazi, ouais. oh là là Ah, là, non. quel truc. Perez, Mais sinon, peut-être que à l'avenir, il faudrait qu'une organisation, un peu comme le WEC, tu vois, le WEC, ah ouais, qui mettent en renaisse avant un petit ça. peu de ses cendres et s'occupe vraiment que des flyweight et des bantams, tu vois, en parallèle comme ça. Ça partirait d'un peu plus bas, mais avec les fans les plus hardcore C'est ça. qui payent pour Voilà, regarder. exactement. C'est T'aurais ça, hein, moins de aussi. fans, moins de vues, mais des gars qui sont prêts à mettre un peu plus d'argent sur Ouais. la table. Ah ouais, Hmm. ça serait différent. Nouveau projet Fight Minds. On va l'appeler Fly Minds. Flyweights. Ouais. Bon, après cette digression, on va passer Donc toi, tu te au, placeras sur RSEG, hein, tu m'as dit. Hein. ouais, si je me place, c'est sur Herseg. Je vais, Mhm. encore une fois ici, je me place en fait, si je me place tôt sur un combat, c'est que je vois que la cote est ultra intéressante. Ici, c'est pas le cas. De manière générale, j'attends d'office les cotes de scénario pour voir quelle est la plus intéressante sur chaque combat. Maintenant, quand il y a des trucs qui sortent du lot vraiment où je dis bah attends, ça c'est pas logique, je me positionne très tôt avant même de voir les scénarios Mhm. et puis de temps en temps, je me laisse tenter par un bonus sur un scénario. Mais là, c'est pas le cas. Ici en fait, je trouve que la cote est super bien définie. Oui. Voilà, discrètement au-dessus du 60, discrètement en dessous de 65-35 pour RSEC, c'est vraiment là où ça se situe sur papier. Kai Kara France a ses chemins vers la victoire, il peut vraiment le faire, mais on doit donner RSEC favori Ouais. et pas légèrement, mais pas hardcore non plus. Je pense que c'est bien foutu là. Après, Steve Herseg, il est bon au sol, mais il est excellent en lutte. Hein. Donc, Aussi, on ouais, pourrait c'est aussi vrai. avoir un scénario en 3 rounds où il sait qu'il y a un vrai danger debout, il met au sol et il contrôle et il obtient sa victoire Totalement. légitime face à un grappleur, tu vois, face à un champion grappleur aussi, tu vois. Ouais, totalement. C'est Donc, vraiment un scénario il possible. il a pas approuvé une victoire par KO pour un combat à revanche aussi. Non. Mhm. Mais voilà, là, la division flyweight commence à avoir des noms intéressants. Mhm. C'est une situation compliquée pour Pantoja qui a littéralement déjà battu tout le monde, voire plusieurs fois. Donc trouver des nouveaux contenders, c'est un peu Ouais, compliqué. Limite, Kaikara France contre Pantoja, c'est jamais arrivé ce combat. Non, c'est jamais arrivé ce combat. non. Donc c'est un win-win pour l'UFC en fait. T'as un Kaikara France qui l'emporte, bah, ils le mettent. Surtout qu'il y a pas mal de gens qui disaient que la défaite contre Albazi était controversée. Et ça joue peut-être Mhm. aussi dans la balance hein, des cotes. Deux défaites consécutives pour Kaikara France qui n'a pas été ultra actif récemment. Voilà, ça peut aussi peser. Ok, Ouais. passons au main event. On l'a déjà bien analysé hier. J'ai trouvé ça très juste comme analyse. Ceux qui l'ont pas regardé, vous la trouverez dans nos sorties récentes sur la chaîne. Donc allez-y. La question, tout simple, hein, est-ce que tu te positionnes sur ce combat, sachant que les cotes sont comme hier à la fin du podcast à 1,73 pour le challenger qui sera donc favori contre le champion Dricus du Plessis qui est coté à 2. On est donc aux alentours du 55-45. C'est très serré sur le papier. Mhm, 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 mhm. Euh, bah, je vous avoue que pour les membres, hier, je m'étais placé sur Dricus Duplessis. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant qu'il faut qu'il faut se positionner, tu vois. À la toute base, j'avais mis une unité. Ouais. À la toute base, c'est parti sur unité sur Duplessis. Hmm. Voilà. Ça, c'est un petit peu mon. Je vais pas regarder, je pense, les scénarios par contre. Je pense que si je me positionne, c'est sur une victoire, ou alors uniquement si je me positionne pas sur le vainqueur, je me positionnerai sur le nombre de rounds possible. Et tu vois ça comme un combat qui dure. Ouais, plutôt, ouais. Ouais. Ah, j'hésitais Arrête. hier, je réfléchissais à si la cote est intéressante sur un combat qui se termine pas, parce que je peux voir un finish d'un côté comme de l'autre.
Mais en même temps, je peux voir un truc très mesuré aussi et Non, vachement moi, regretter de me positionner là-dessus. ça serait par exemple plus de 2,5, tu vois, si Ouais, c'est un peu plus intéressant que le reste. ouais. Après, franchement, je sais pas pourquoi j'ai de nouveau cette sensation qu'il y a quelque chose de très spécial qui va se passer dans ce combat. Je sais pas dire quoi, mais c'est un finish en 90 secondes, un truc comme ça. Un Dricus qui veut mettre trop la pression, qui se fait connecter très tôt et ça se termine un peu comme Adesanya contre Brunson. Je sais pas trop, mais j'ai encore besoin de temps de réflexion sur celui-ci. Alors, puisque nous on s'est pas positionné, hier soir j'avais vu que John nous avait envoyé un message sur la conversation MMA. Je l'avais pas lu, mais je vais le dire ici. Donc lui, il se positionne sur Dricus du Plessis avec une unité. Il se positionne sur Kai Kara France avec une demi-unité. Il se positionne sur Tuivasa avec une demi-unité. Ah bah, il est chaud, hein. Et il se positionne aussi sur des combats futurs. Oui, il est chaud, ouais. Non, ouais. Bah, Je vais pas dire lequel, mais il a écrit pour un combat futur, entre parenthèses, je vais me faire tuer, je suis... Ah oui, non. Ok, ça va être intéressant de la... Conversation privée, ça. Ouais, mais à un moment, ça sortira public, parce que là, il a validé... Sauf si le combat est annulé, mais... John, il prend des risques. Non, je rigole. Là, on est sur du dog or pass, surtout avec Tai Tuivasa, mais bon, faut prendre des risques, hein, certainement. J'espère qu'il a mis Tuivasa victoire par KO ou juste victoire? Juste victoire, on n'a pas encore les cotes sur les scénarios. Ah ouais, moi j'aurais attendu victoire par KO parce que je vois pas trop d'autres chemins. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Après, comme j'ai toujours dit, quand tu te mets sur le underdog, tu peux vraiment regretter de mettre sur un scénario et puis le scénario se produit pas, mais l'underdog gagne quand même parce que t'étais déjà en minimum x2. Eh, Tai Tuivasa, ça pourrait être pas mal un 0-1 égalité, tu vois. Avec un knockdown au premier round de Tuivasa, il prend à 18 et puis après Rosenstruck qui survit et qui le jab le round 2 et 3, tu vois. On devrait faire une série comme ça sur les combats avec la plus haute probabilité des égalités, parce que ce serait le 4e combat sur lequel on pense à mettre égalité. Ouais, je suis peut-être à 0-1, tu vois, ouais, 0-1, 81 la cote. C'est toujours fun et quand il y a un scénario vraiment probable derrière, c'est une bonne idée de le faire. Ok, Brian, on a fait le tour. Quelque chose à ajouter sur cette carte ou? Non, je crois pas. Au final, effectivement, moi, je la trouve quand même assez cool. Hein. Ouais. Et non. Là, je pense, je vais attendre la suite des codes. Je vais regarder encore un petit peu sur Kai Kara France. Et peut-être que je me positionnerai aussi sur Erceg si et seulement si dans ces derniers combats il y a un vrai chemin vers la victoire avec de la lutte et du grappling, tu vois. Ah, alors ça remonte à avant l'UFC, ça, si je dis pas de bêtises, puisque Erceg à l'UFC. Non. Quoique contre. Kai Kara France, une défaite plutôt. Face à quelqu'un qui l'a lutté et grapplé. Ok, ouais, parce que Erceg, il faut remonter à son premier combat UFC avec Dvorak, où il a pas mal lutté. Et juste regarder statistiquement Kai Kara France, il a pris dans un combat beaucoup de takedowns, mais en fait, ces défaites, peut-être. Je jure que contre Albazi, je me souviens plus trop de comment ça s'est produit. Mon internet est trop lent. Albazi, non, c'est plutôt Kai Kara France qui tape les takedowns. Askarov. Je viens de me souvenir. Ah ouais, il avait un bon jeu défensif, Kai Kara France. Hein. Ouais. Il avait bien nullifié comme ça les positions de Askarov dans ce combat. Je crois que ça avait été controversé. Il gagne parce qu'il surdomine debout. Mais il y a quand même beaucoup, si je dis pas de bêtises, il y a beaucoup de temps au 5 minutes 14 sur 15 minutes. Ouais, il y a un chemin. Askarov, avec un tout petit peu plus d'impact ou de schéma offensif, il l'aurait fait. On verra tout ça. Bon, ouais, non, c'est bon. Moi, j'ai fait le tour. Parfait. Brian, merci à tous. À très bientôt. Ciao. Ciao tout le monde.